Bonjour à tous, capsule juridique numéro 173 du 18 août 2023. Alors tout d'abord, je suis désolée, je suis dehors, j'ai pas toujours le choix de l'endroit où je fais ma capsule. En d'autres termes, en fait, je la fais dès que je peux, quand j'ai assez de nouvelles pour vous en parler et que je peux glisser ça dans tout le reste. Donc c'est pas toujours au meilleur endroit, c'est pas toujours dans les meilleures conditions de son, mais je fais vraiment comme je peux parce que si j'attends plus, soit ça fait une semaine de plus pour vous à attendre, et puis plus j'attends, plus la capsule sera longue, et donc moi j'aurai le temps de l'enregistrer. Donc c'est un cercle vicieux. Donc voilà, donc je fais pour le mieux, et je lis vos commentaires me demandant un nouveau micro, etc. Mais pour l'instant vraiment je ne peux pas m'occuper de ça. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de l'Afrique du Sud, des USA, de l'Allemagne et de la France. En Afrique du Sud tout d'abord, l'association Health Justice Initiative vient d'obtenir une très bonne décision rendue le 17 août par la Cour suprême à Pretoria. Dans cette décision de 21 pages qui se trouve sur le site de l'association, et je mets le lien sous ma capsule, une procédure avait donc été introduite pour permettre un accès à l'information via la loi sud-africaine nommée Access to Information Act, et l'association exigeait que les contrats signés par le ministère de la Justice sud-africain avec les fabricants de vaccins soient rendus publics. Alors, petit extrait de la motivation, je cite, « Il semble quelque peu évident dans le contexte des marchés publics, mais en particulier dans le cas présent, que ce n'est pas parce qu'il existe une clause de confidentialité que les informations et la documentation peuvent être retenues sur cette seule base. » Fin de citation. Ensuite, la décision cite un précédent jurisprudentiel sud-africain, ça je ne vais pas me lancer dans les détails, et reprend comme ceci, je cite à nouveau, les parties défenderesses n'ont pas suggéré que si la Cour ordonnait la fourniture des informations et de la documentation demandées en dépit de la clause de confidentialité, cela aurait des conséquences négatives telles qu'une demande de dommages et intérêts pour rupture de contrat pour les parties défenderesses ou d'ailleurs pour toute autre partie avec laquelle elles auraient conclu un contrat. Un peu plus loin, bien que les circonstances dans lesquelles les défendeurs ont négocié et conclu les contrats d'achat de vaccins constituent ce que l'on peut raisonnablement qualifier de situation d'urgence, cela n'empêche pas leur divulgation dans l'intérêt public. Fin de citation. Ensuite, la Cour énumère toutes les raisons pour lesquelles l'intérêt public est concerné par la divulgation des contrats et notamment les raisons suivantes. Je cite. La non-divulgation des recours demandés signifie qu'un voile de secret est placé sur l'ensemble du processus de négociation, de passation de marché et de paiement, ce qui est précisément le problème que notre Constitution et notre législation, notamment la loi sur l'information, sur l'accès à l'information, cherchent à résoudre. Chacun des plus de 30 millions de Sud-Africains qui ont reçu une ou plusieurs doses de l'un ou l'autre des vaccins, ainsi que ceux qui ont choisi de ne pas le faire, ont néanmoins payé et peuvent continuer à payer par le biais du fisc pour ce qui a été négocié par le ministère de la Santé. Les obligations se poursuivent peut-être, mais tant qu'il n'y a pas eu d'accès complet au dossier concerné, cela ne peut pas être vérifié. Fin de citation. Et en conséquence, la Cour suprême ordonne la production de tous les contrats signés avec Johnson & Johnson, Aspen, Pfizer, Sinovac, etc., mais aussi avec Gavi et d'autres institutions du même genre, et le coût de la procédure est également mis à charge du ministère de la Santé. Voilà, donc très bonne décision et affaire à suivre, puisque j'imagine qu'à présent, ils vont se mettre à analyser les contrats. Aux USA, à présent, le 4 août dernier, un juge de l'État du Massachusetts a donné raison à 7 policiers qui avaient été suspendus après avoir refusé de se faire injecter les produits anti-Covid. L'association de la police d'État a fait un communiqué de presse selon lequel tout d'abord un arbitre indépendant avait estimé que l'État avait violé les droits des policiers. Ceci ressemble un peu à la procédure dont je vous avais déjà parlé pour l'armée canadienne avec un tribunal indépendant, et il semble bien, d'après l'article sur lequel je me base, et si j'ai bien compris, que l'avis de cet arbitre suffit à permettre la réintégration des 7 policiers suspendus. J'imagine que pour d'autres, ça suivra naturellement après. Les griefs étaient fondés sur la violation des convictions religieuses des intéressés, argument qui fonctionne en général assez bien aux USA. L'article sur lequel je me base se termine de la façon suivante avec une déclaration du président de l'association qui a aidé les policiers, je cite, « Le président de l'association, Patrick McNamara, a qualifié le décret du gouverneur d'attaque contre le travail organisé et les droits des membres. Plus tôt dans la journée, j'ai eu l'honneur et le privilège d'informer 7 de nos soldats qui ont été suspendus sans salaire en raison de l'ordre exécutif 595 qu'ils allaient reprendre le travail. Ce combat a commencé en octobre 2021 lorsque l'association a déposé un grief en leur nom. Depuis lors, l'association s'est engagée à rétablir la situation de ses membres. Tout au long de cette longue et épuisante procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, l'association est restée inébranlable dans sa lutte pour réparer les injustices commises. » Fin de citation. Donc tant mieux pour ces 7 policiers, puis j'espère qu'il y en aura d'autres.
Aux USA toujours, très grosse procédure engagée par les familles de différentes victimes décédées après avoir contracté le Covid et qui ont lancé une action devant la Cour suprême de l'État de New York en demandant une procédure avec jury contre EcoHealth Alliance et Peter Daszak, qui est donc, vous vous en souvenez, l'apprenti sorcier des recherches sur les gains de fonction à l'université de Chapel Hill en Caroline du Nord. La plainte, qui fait 34 pages, contient au début une table des matières qui donne déjà le ton. Les actes reprochés sont regroupés en différentes catégories dont les titres sont négligence générale, responsabilité objective pour collecte, transport, stockage, entreposage et manipulation du coronavirus, y compris le SARS-CoV-2. Et donc on parle évidemment des expériences et manipulations de gains de fonction, conspiration civile, etc. La plainte commence par détailler les circonstances du décès des victimes dont les familles ont lancé l'action. Alors il y en a une quinzaine qui sont énumérées, mais il n'est pas certain qu'il n'y en ait pas d'autres en plus. L'action est lancée à New York, siège d'EcoHealth Alliance et lieu du domicile du fameux Peter Daszak, malgré le fait qu'il est censé travailler en Caroline du Nord. Les défendeurs sont accusés d'avoir tout d'abord exposé les plaignants à un risque excessif et à un préjudice réel en contribuant au financement et à la recherche de gains de fonction et finalement à la création et à la diffusion du virus SARS-CoV-2. D'avoir conspiré pour dissimuler à la fois la recherche, la création et la diffusion, que ce soit de manière accidentelle ou intentionnelle, causant ainsi aux demandeurs de graves blessures et la mort. Et conspiré pour augmenter la probabilité de décès des personnes infectées en suivant des protocoles, incluant notamment le remdesivir, le fentanyl, le midazolam, combinés à d'autres formes de sédation et à l'intubation éventuelle. En d'autres termes, comme le précise la plainte, je cite, « Les plaignants croient et affirment que les défendeurs savaient ou auraient dû raisonnablement savoir qu'ils étaient en train de conspirer pour blesser gravement et tuer des individus. » Fin de citation. La plainte précise aussi que par nature, la recherche sur les gains de fonction présentait des dangers et que la probabilité qu'un virus ainsi rendu plus dangereux s'échappe des laboratoires était élevée. Se basant sur un rapport d'inspection de janvier 2023, il relève qu'EcoHealth Alliance n'a pas suffisamment surveillé l'utilisation des subventions ni les lacunes dans la sécurité pendant les recherches tant aux USA qu'en Chine. La lecture de la plainte est très intéressante, difficile de tout vous lire parce qu'elle est un peu longue, mais ce que j'en ai déjà dit vous reprend l'essentiel, et elle demande un procès avec grand jury de façon à aboutir ensuite à une condamnation, encore une affaire à suivre de très près. En Allemagne, à présent, suite du procès des nombreux plaignants contre Pfizer. Je vous avais parlé de cette affaire dans ma capsule numéro 93 du 8 septembre 2022. Ce qui change aujourd'hui, c'est que la presse française en parle. Ils n'ont plus trop le choix, il va falloir qu'ils y viennent. Ainsi, Ouest France, dans un article du 12 août, évoque le dossier. Alors, titre et sous-titre de l'article, je cite, « Covid-19. En Allemagne, le laboratoire BioNTech fait face à la justice pour son vaccin. Le laboratoire BioNTech, qui a développé avec l'américain Pfizer l'un des principaux vaccins contre le Covid-19 sur le marché, comparaît pour la première fois en procès après le dépôt de centaines de plaintes en Allemagne visant à faire reconnaître le lien de causalité entre cette vaccination et le développement de pathologies. » Fin de citation. Et dans la suite de l'article, un autre petit extrait, je cite, « Quelques centaines de plaintes ont été déposées en Allemagne visant à faire reconnaître le lien de causalité entre cette vaccination et le développement de pathologies. Le tribunal de Hambourg est ainsi le premier à se pencher sur une demande de réparation. La plaignante dit souffrir d'effets tels que des douleurs dans la partie supérieure du corps, des gonflements des extrémités, épuisement, fatigue, troubles du sommeil, après avoir reçu le vaccin des laboratoires Pfizer selon le tribunal. Autant de problèmes néfastes pour le travail de cette médecin employée dans un hôpital et qui ne peut plus travailler le même nombre d'heures qu'avant, affirme un de ses avocats, Tobias Ulbrich, à l'AFP. Pour des raisons de santé, elle était absente lors de cette première audience. Elle, qui était sportive et qui faisait de l'aviron, souffre aujourd'hui d'une fatigue chronique et d'un manque d'énergie au quotidien. Elle réclame 150 000 € de dommages et intérêts selon le tribunal. D'autres audiences sont à venir dans les prochains mois, l'avocat affirmant représenter 250 plaignants, tous en bonne santé avant de souffrir de symptômes qu'ils attribuent à la vaccination. Les symptômes sont très différents, cela va de l'AVC à la thrombose et aux maladies cardiaques, assure Joachim Casar-Preller, un autre avocat allemand qui représente 140 clients dans des poursuites similaires. Fin de citation. Dans l'article, on précise aussi que le laboratoire indique qu'aucune relation causale n'a été prouvée, et c'est bien entendu pour faire établir cette relation causale et ensuite obtenir des indemnisations que les différentes victimes ont décidé d'agir. En Allemagne toujours, les loups commencent à se manger entre eux puisque le fabricant d'injections Covid CureVac a déposé plainte contre BioNTech pour violation de ses brevets. La procédure se déroule cette fois-ci à Düsseldorf. L'affaire était relayée notamment dans le quotidien Les Échos du 17 août,
Pas moins de 8 infractions aux droits de propriété intellectuelle sont reprochées. Alors je ne vais pas aller dans le détail de cette affaire, d'une part parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans l'article et d'autre part parce que ce qui m'intéresse c'est la protection des individus et que je me fiche que les psychopathes se battent entre eux. Par contre ça m'amuse un peu. Mais je serais intéressée à connaître deux choses. Tout d'abord la date des brevets dont CureVac s'estime titulaire. En d'autres termes, vous me voyez venir, est-ce qu'il date d'avant ou d'après le début de cette hystérie ? Et surtout, je me demande ce qu'en pense le docteur David Martin, donc l'Américain qui est spécialiste des brevets en matière médicale, puisqu'il me semble l'avoir entendu expliquer à une ou plusieurs reprises qu'en réalité les fabricants produisaient tous la même injection, du moins lorsqu'il s'agit d'ARN messager préparé au départ par la DARPA. Et si tel est le cas, ce procès est-il éventuellement une petite distraction pour nous occuper? Je n'en sais rien. Alors c'est peut-être moi qui ai mal compris ce qu'il expliquait ou qui me trompe d'interlocuteur, mais de toute façon ça vaudra le coup d'aller un petit peu plus loin sur cette question. Affaire à suivre, je vais tendre l'oreille, voir si j'en sais plus. En France, à présent, une commission d'enquête sur les fédérations sportives vient de débuter ses travaux. Elle a pour son premier jour de travail entendu l'excellent journaliste Romain Molina dans une audition d'un peu plus d'une heure. Et comme d'habitude, Romain Molina est clair, précis, direct, et ses propos sont sidérants. Je mets sous ma capsule le lien vers l'une des republications de son audition complète, écoutez-le. Écoutez la vidéo, donc écoutez le journaliste, faites tourner s'il vous plaît, je ne vais pas tenter de résumer ce qu'il dit parce que vraiment tout est important, il faut vraiment l'écouter et ça montre au moins que le nettoyage continue. Pour terminer, je voudrais vous parler d'un petit ouvrage que j'ai lu il y a quelques jours. Il est écrit par le docteur Zineb Deheb, j'espère que je prononce bien, c'est une médecin spécialiste en dermatologie et vénérologie. Le livre se nomme Médecine et totalitarisme, il est auto-édité, alors je ne l'ai pas trouvé ailleurs que chez Amazon, je voulais vous donner un lien un peu plus sympa. Je suis désolée, mais voilà, donc en tout cas il existe, peut-être qu'en contactant l'auteur vous arriverez à le trouver ailleurs, et il est préfacé par Jean-Dominique Michel et par Ariane Billeran. Alors je vous livre deux petits extraits. Tout d'abord, je cite: La France s'est confortablement installée dans un système totalitaire qui cherche à contrôler tous les aspects de la vie des Français, leurs actes privés et publics, leurs pensées, leurs émotions. Ce contrôle s'est d'abord exercé par le biais de lois absurdes que les rouages de la machine étatique se sont chargés de faire appliquer. Ce contrôle s'exerce ensuite au domicile par le biais des médias de masse au service direct du pouvoir. Un grand nombre de Français s'est ensuite senti investi de la mission de transmettre et de faire appliquer la bonne parole par le biais de la pression sociale, de la délation, de l'exclusion. Le monde tente de garder l'apparence de la normalité, mais il s'est transformé en cauchemar grâce au pouvoir de la perversion. Un long travail de sape a été nécessaire pour que des êtres humains acceptent une telle atteinte à leur intégrité physique et mentale, et pour que des êtres humains acceptent que leurs enfants subissent ensuite de tels outrages. Fin de citation, c'est un extrait qui débute en page 47. Et un autre, je cite à nouveau: Les médecins sont sommés de respecter des recommandations des sociétés savantes et des autorités régulatrices, des conférences de consensus, des guides de bonnes pratiques cliniques. Ils sont bien conscients qu'en l'absence de respect de ces recommandations, ils peuvent être exposés à des problèmes avec leur hiérarchie et avec la justice disciplinaire, civile et pénale. Les médecins craignent donc la ruine économique, la ruine de leur carrière et la ruine de leur réputation. Combien de fois m'a-t-on répété durant ma formation qu'il fallait bien faire les choses, non pas dans le but de bien les faire, mais seulement dans le but d'être bien couvertes, entre guillemets, en cas de procès. Les médecins ne sont pas encouragés aux prises d'initiative, aux décisions éclairées et à la responsabilité. Ils sont encouragés à rester dans les clous. En cas de procès, ils ne seront pas responsables directement. La hiérarchisation militaire des décisions médicales associée à la pusillanimité des médecins s'est transposée à l'échelle de l'État. Et j'ai eu la confirmation que c'est bien ce processus qui a eu lieu pour certains confrères. En effet, un confrère du Conseil de l'Ordre m'a expliqué que les obligations légales de l'État français devenaient des obligations déontologiques pour les médecins exerçant en France. Hippocrate doit prêter allégeance à Macron. Cette soumission aveugle à l'État explique le silence des médecins et de leurs instances représentatives face aux textes de loi limitant leurs droits de prescription. La combinaison de la terreur et de la culpabilisation face à la maladie et des processus décisionnels dysfonctionnels a conduit à la régression de certains médecins qui se sont contentés de faire ce qu'on leur a dit de faire. Sont-ils capables de nous expliquer aujourd'hui les raisons pour lesquelles ils n'ont pas consulté les études médicales multiples montrant l'existence d'une large alternative thérapeutique pour lutter contre le SARS-CoV-2 ? Point d'interrogation et fin de citation. Donc un petit ouvrage que je vous conseille vraiment de vous lire. Vous n'allez peut-être pas apprendre beaucoup si vous vous réinformez correctement depuis 3 ans, mais néanmoins ça aide à organiser les arguments et puis ça peut peut-être aussi réveiller un petit peu certaines personnes de votre entourage s'ils sont encore susceptibles de l'être. Pour ma part, j'ai renoncé, ça suffit. Voilà, je préfère vous informer vous, au moins je sais qu'on m'écoute. Voilà, alors je vous souhaite une très belle journée et tenez bon, résistez et à bientôt. Au revoir.